Donc, ce soir, je vous propose de monter une figure, je fais ça à toute vitesse avant de descendre, de monter une figure, je fais ça dans l'autobus, ça c'est plus vieux, de monter une figure en la coupant à mi-hauteur des fémurs, le crâne, le dos, les omoplates et la grande chaîne musculaire des spinaux. D'accord? Ta-ta-ta. Bien, alors le crâne, le rachis, un peu cambré. Mon crâne pourrait être un tout petit peu plus. Voilà. Voilà. Ensuite, ensuite, ma cage thoracique. Ma cage thoracique. Donc, c'est trop sacrum. Bassin. Je ne vais pas avoir beaucoup de fémurs, mais ce n'est pas grave. Sacrum, bassin, bassin masculin, anneau pelvien, symphyse pubienne, fémur. Voilà. La cage est trop petite. La cage est trop petite, la tête est trop grande, donc ça va. Alors, je vais faire une tête masculine avec les bosses. Est-ce qu'il faut que je répète ça? Tête masculine, bosse frontale inférieure, nasion, pas de bosse frontale supérieure, n'est-ce pas? Hop. Voilà. La fosse orbitaire bien anguleuse dans les angles. On part jusqu'aux apophyses mastoïdes en arrière, n'est-ce pas? Branche montante, branche horizontale, os de la joue, trou auditif et du maxillaire. Voilà le raccord avec mon apophyse mastoïde qui se trouve en arrière, vous le savez, hein? Trou auditif, apophyse mastoïde. Donc ici, l'os de la joue, je disais, les incisives. Là-dedans, on glisse un maxillaire inférieur. Voilà, avec les dents, d'accord, et une apophyse mastoïde qui, qu'est-ce que je raconte? Une apophyse articulaire, n'est-ce pas, qui, en forme arrondie, qui se raccorde, ben, j'ai du mal à m'exprimer, qui s'articule, ça y est, avec le dessous de la branche horizontale en avant du trou auditif, alors que cette pointe glisse là. N'est-ce pas? Je n'ai pas de crâne ce soir avec moi. Vous voyez, cette pointe glisse là. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Voilà, voilà, voilà. Les incisives sont ici. Vous savez très bien que quand la bouche est fermée, ou ça tousse comme ça. Voilà. Alors, quand les incisives sont fermées, voilà. Quand il sera fini, si vous toussez encore, je vous coupe la tête, ça ira beaucoup mieux. Alors, donc, voilà le maxillaire inférieur. Ça marche? Si je dessine un crâne féminin,
ça n'a rien à voir, n'est-ce pas? Les femmes peuvent porter des cajots et des armoires sur le crâne parce que le dessus du crâne est horizontal, n'est-ce pas? Rien à voir. Nous, on porte les cajots et les valises sur l'acromion, dont je vais parler justement tout à l'heure, n'est-ce pas? Et il y a une bosse frontale supérieure qui prend la lumière, n'est-ce pas? Comme ceci. Par contre, il n'y a ni bosse frontale inférieure, ni nasion, n'est-ce pas? Donc, il y a une certaine verticalité du crâne et on descend. On peut avoir un massif dentaire discret, plus discret, mais ça dépend de l'hérédité. Ici, la fosse orbitaire n'est pas anguleuse dans les angles, mais arrondie dans les angles. J'ai fait un crâne féminin beaucoup plus petit, mais ce n'est pas grave. Donc, le massif dentaire, branche horizontale, branche verticale, os jugal, n'est-ce pas, ici, voilà. Donc, pardon, je suis allé trop en arrière, voilà. On raccorde là aussi sur l'apophyse mastoïde, évidemment, et on glisse le maxillaire inférieur, mais on résorbe l'angle, n'est-ce pas, parce que c'est un crâne féminin. Par hasard, là, c'est un crâne féminin un peu âgé. Pourquoi? Ben parce que j'ai trop projeté le menton en avant. Vous voyez, avec l'âge, le nez, les os et cartilages du nez vont vers l'avant et l'os du menton avance lui aussi. Donc, ça lui donne un petit air de dame d'un certain âge. Ça va? Donc, la grande différence, évidemment, c'est ça. Le nasion très... Quand vous passez le doigt sur le front d'une femme, comme ça, et que vous descendez l'arête du nez, en général, elles aiment beaucoup. Et vous voyez très bien, comme les chiens, exactement, c'est la même caresse, n'est-ce pas? Pourquoi vous n'aimez pas les chiens? C'est pas croyable, ça. Ça me rappelle un de mes voisins à la campagne, enfin assez éloigné, qui avait une passion pour sa chèvre. Et son voisin, en montant sur une échelle, en grimpant au-dessus du mur, n'est-ce pas, s'est rendu compte que cette passion allait très loin. Ben, il a porté plainte. Et il y a des juges intelligents quand même. Le juge a demandé une expertise de la chèvre, qui était florissante de santé et en parfait état localement. Ben, il a été débouté et l'autre, on lui a prié de ranger son échelle. Voilà. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne caresserait pas son chien. Non, mais où va-t-on? Alors, donc, maintenant, je peux m'amuser, j'espère. Enfin, toute proportion gardée, parce que j'ai des bagels dans l'assistance. Alors, donc, on va lui mettre un crâne un tout petit peu de 2/3 pour s'amuser, justement, avec la branche montante, la branche horizontale. Donc, il faut que je repasse ici, que j'ai une mastoïde, l'autre serait là-bas. Voilà, il faut que je vienne ici. Ça, hop. Peut-être qu'il aurait fallu que ça soit plus en raccourci. Voilà. Donc, étant donné que je vous ai pas mal expliqué le crâne, je peux m'amuser à mettre ça un tout petit peu. Voilà. Un tout petit, c'est trop, hein, je crois. Tout petit peu de 2/3, comme ça. Un petit coup de fusain dans la fosse orbitaire, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Petit coup de fusain là. Ce trait-là est un faux trait. L'os jugal n'est pas assez marqué. Voilà, si vous voulez, ça sont les os du nez, évidemment. Voilà, il a la bouche fermée, les incisives, etc. Alors, ici, là, dans la partie basse de la nuque, les vertèbres cervicales n'ont pas d'apophyse épineuse. Ça ne laisse pas d'épines dans le dos, sauf la 7e. Donc, chez le cheval, n'est-ce pas, il y a un garrot. Là, c'est une vache, ça ne fait rien.
Oh, il vaut mieux que ce soit un cheval. Donc, voilà. Donc, vous avez les vertèbres cervicales qui sont comme... oui, je descends un peu trop. Les vertèbres cervicales qui sont comme ceci. Et ensuite, vous avez les vertèbres dorsales qui dessinent, etc. Mais là, au niveau des vertèbres cervicales, elles ont des articulations insensées, sphériques, qui permettent au cheval de manger avec, non pas ses antérieurs comme l'homme, mais l'homme mange avec ses mains, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, ce dessin extrêmement important des apophyses épineuses cervico-dorsales, comme ça, qui se renversent à l'endroit du garrot, eh bien, chez l'homme, ce n'est pas du tout la même chose. C'est caractérisé par une vertèbre qui saille à la base de la nuque et qui s'appelle C7. Et alors, de cette vertèbre jusqu'à une espèce de ligne courbe qu'il y a à la base du crâne ici, que nous avons là, eh bien, il y a un ligament cervical extrêmement solide, comme ceci, qui tient le crâne à la 7e cervicale. Et de même, si vous voulez, chez la vache et chez le cheval, et chez les quadrupèdes en général, il y a un ligament cervical, mais 50 fois plus important, plus volumineux. Voilà, mais c'est tout de même important de sentir qu'il y a une espèce de corde. Si vous voulez, c'est un petit peu... Le cœur faisait ça. Excusez-moi pour le faux très rond. N'est-ce pas? Vous avez un petit bateau, un mât. Eh bien évidemment, le mât est tenu par des ligaments, c'est-à-dire des liens, des cordages. D'accord? Donc, ici, la tête est maintenue par un ligament cervical. Je descends ma cage thoracique, donc, de 2/3. Je descends les 10 côtes, n'est-ce pas? Voilà. La ligne du dos, c'est-à-dire des épineuses, est ici, n'est-ce pas? Et j'ai donc une cage qui comprend 10 côtes. Et on ajoute ici, car il y aurait un énorme trou, n'est-ce pas? On ajoute 2 côtes flottantes. Dans certaines diapos, tout à l'heure, vous verrez un sujet qui a une dernière côte extrêmement petite, comme ça, ce qui lui donne un vide considérable entre la cage et le bassin. D'accord? Donc, ici, vous auriez les apophyses épineuses des 10 côtes, dorsales, et puis ici, la région lombaire, avec l'arrondi des vertèbres lombaires, à peu près 5 apophyses épineuses lombaires, n'est-ce pas? C'est la région si fragile aujourd'hui, étant donné que les gens ne marchent pas assez, n'est-ce pas? Et cette région lombaire s'achève dans le sacrum et le coccyx. C'est un petit os pointu. Donc, la trajectoire du rachis, si vous voulez, vue de 2/3, dans cette vue, voilà, donne à peu près ceci. Question. Ça va? Oui, Tarek. La cage est un peu petite. Les bosses frontales et l'artère circulaire au niveau du crâne, le plat du crâne, par l'arrondi du crâne. Oui. Pardon? Ah ben ce sont, oui, des cas. Oui, presque primordiaux. Hein. Ce n'est pas un petit détail, c'est vraiment... Je n'ai pas besoin d'aller chercher loin pour des bosses frontales inférieures. Hein. Et c'est plein de vide à l'intérieur, de sinus, si vous voulez. Et justement, quand là-dedans se mettent certains microbes, c'est assez difficile de les enchasser. Voilà, c'est étrange. Ça n'a peut-être pas un caractère fonctionnel, mais
peut-être, je ne sais pas, on peut inventer un conte, n'est-ce pas, et penser que ce côté bossuet malgré tout, quand on regarde les quadrupèdes, mais ça ne va pas, c'est le froid. Quand on regarde les quadrupèdes, on voit en général que le lion, par rapport à la lionne, a des tas de bosses osseuses en plus. Le cheval, par rapport à la jument, c'est évident. Le long, il a même des dents en plus. C'est incroyable. Il y a des canines en plus. On se demande bien pourquoi faire. Peut-être pour couper certaines branches quand ils vivent à l'état sauvage. Oui, mais on ne peut vraiment pas croire que ce soit fonctionnel. J'apporterai 2 crânes la prochaine fois. C'est fonctionnel, mais c'est comme les plumes du coq par rapport à la poule, quoi. Ah, yeah. Pardon? Oui, c'est ça. C'est une espèce de masque, une présence, quoi. Alors, regardez le bassin, c'est la même chose. Si vous dessinez un bassin masculin, je l'ai dit souvent, n'est-ce pas? Et moi, je m'amuse à les forcer un peu. Voilà, n'est-ce pas? Voilà l'angle rentrant, ici, là. Mais vous avez bien vu l'autre jour, je ne sais plus sur quel jeune homme, oui, qui était là au premier rang, je l'ai fait venir, et c'était très facile de s'appuyer sur le haut de sa crête-iliaque. C'est très très haut, n'est-ce pas? Les gens ont la naïveté de penser que le bassin, c'est une bassine posée à l'endroit du slip. Hein, c'est aberrant. Le haut du bassin est là et la cage thoracique est juste au-dessus, un travers de doigt au-dessus. Si je me penche comme ceci, ma cage rentre dans mon bassin. Si je me penche comme cela, elle rentre dans mon bassin de ce côté-là. Et là, je peux glisser 1 ou 2 travers de doigt, mais pas plus. Donc, le bassin monte beaucoup. Angle rentrant, est-ce que je me fais comprendre? Il faudrait peut-être que j'insiste au fusain. Voilà l'angle rentrant. N'est-ce pas? Ça aussi, ça n'existe pas chez la femme. Si vous prenez un bassin féminin, n'est-ce pas, la tubérosité iliaque est bien plus discrète. Et il n'y a pas, d'ordinaire, il n'y a pas d'angle rentrant. C'est en continuité comme ça. Et en plus, quand vous pensez qu'il y a une localisation graisseuse ici, n'est-ce pas, qui fait ça, le langage populaire a fini par... Je ne sais pas pourquoi j'aime pas ça, mais enfin, peut-être parce que j'aime pas les expressions des autres et que je n'aime que les miennes. Le langage populaire a fini par appeler ça des poignées d'amour, n'est-ce pas? Et chez l'homme, c'est une localisation graisseuse qui se situe au-dessus. Mais chez la femme, vous voyez bien, la subtrochantérienne est là. Le trochanter est, mettons, ici. Vous voyez, vous allez me placer une sous-trochantérienne ici, la fesse là, et, la fesse ici, et ça n'a rien à voir, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez dans mon petit machin là? Ça va? Bien. Alors, revenons au mâle. Donc, nous avons l'angle rentrant, nous partons comme ceci, n'est-ce pas? Et nous allons placer, alors, un anneau pelvien cordiforme en forme de cœur. Ça va, ça? Oui. Donc, ici, comment ça s'appelle? Ce truc pointu, là, épine sciatique, la symphyse pubienne, l'ischion, je suis peut-être un peu exagéré, là, non? Il doit avoir un bassin énorme, mais ce n'est pas plus mal, parce que tout à l'heure, vous allez voir un garçon qui faisait 2,4 m et qui avait un bassin, j'ai dû être influencé par la diapo, donc il y avait lui aussi un bassin considérable en hauteur. Voilà. Donc l'autre trou obturateur. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que ça va, ça? J'en suis pas sûr. Alors, donc l'anneau pelvien, voilà. Dites donc, je l'ai fait bien fermé, très chic. L'anneau pelvien de dandy. Oui, ça marche. Ça marche très bien avec le crâne. C'est la cage qui est un peu molle. Ça, là, c'est pas possible, ça, là. C'est pas possible. Il faut retendre ça. Ça lui va pas du tout. N'est-ce pas?
Donc on lui met une première côte. La première côte, c'est la base du cou, n'est-ce pas? C'est une côte qu'on peut comparer avec un couteau Opinel, si vous voulez, ou plus exactement avec une serpette. Vous savez ce qui permet d'ébrancher les arbres au printemps, n'est-ce pas? Donc, la première côte, elle a à peu près cette forme-là. Vous retirez le manche de la serpette. Donc, elle est relativement horizontale. Les gens qui se tiennent comme ça, elle est verticale. Les gens qui se tiennent comme ça, elle est plutôt horizontale. La façon de porter le cou et la cage thoracique, où on a le cou court, où on a le cou long, ça dépend non pas de la longueur du cou. En général, je l'avais fait, je n'ai pas besoin de le refaire. Si je fais asseoir ici 5 garçons, mais je pourrais le faire avec des filles, mais c'est plus manifeste avec les garçons parce que ça monte plus haut, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, 5 garçons ici, pas assis à côté de moi, ou 4. N'est-ce pas? Quand je les fais asseoir et que je vous dis, regardez la ligne des têtes, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Il y avait une certaine différence de hauteur. Bon. Ensuite, je leur demande de se lever et la ligne devient considérablement différente de hauteur entre les petits et les grands. Donc, la différence de longueur des individus se situe au niveau des membres inférieurs. Donc, les grandes différences de longueur se situent dans les extrémités et les moindres différences de longueur se situent au départ. Donc, si je coupais la tête des 5 individus en question, comme dans une armoire à Bologne, par exemple. C'est drôle, en Italie, il y a des musées anatomiques fréquemment, n'est-ce pas? On en trouve assez souvent. Les 2 plus célèbres, si vous aimez ça, moi je trouve ça épouvantable. Enfin bon, de par mon activité, j'ai été forcé d'aller les visiter, d'en saluer les professeurs, etc. Il y en a un à Florence, je crois vous en avoir parlé, via Guicciardini, rue Guichardin. Au-delà du Palazzo Pitti, on voit une espèce d'observatoire qui monte en hauteur, una specola. Eh bien, le musée en question, ça s'appelle la specola. Alors, il y a des écorchés en cuir dans des boîtes en verre du 18e, etc. C'est tout à fait extraordinaire. Si vous allez à Bologne, c'est beaucoup moins passionnant parce que ça a été cassé, du moins du temps de Mussolini, et mis dans un musée d'anatomie moderne et avec des visions évidemment eugéniques. Et alors vous avez, mais j'ai jamais vu ça dans ma vie, vous rentrez dans un couloir et il y a des milliers de crânes sur des étagères, classés par activité. Forgeron, menuisier, c'est étrange, ça fait un drôle d'effet. Eh bien, quand on voit des crânes alignés comme ça, la première chose qui surprenne, c'est qu'ils ont à peu près tous la même taille. D'accord? Donc, un de mes prédécesseurs a eu le culot, il s'appelle Bellugue, c'est plus tellement lisible ces bouquins. Ça s'appelle, je ne sais plus, c'est chez Malouane, je crois que c'est épuisé. Si vous les trouvez dans des boîtes de libraires, si vous aimez ça, vous pouvez les lire. Alors, il a eu 2 ou 3 phrases par contre que je lui ai piquées. Le coup du bras qu'on tourne comme ça et qui compare à un torchon qu'on essore, je ne la trouve pas mauvaise. Et alors, ce qui me choque énormément, mais il paraît que c'est vrai, il dit la région cervicale mesure 14 cm de hauteur. Bon. Oui, bon. Alors je disais à Lecœur, mais c'était le patron de Lecœur, je lui disais, mais ça ne va pas, c'est bien, vous voyez, j'étais très simpliste, c'est bien un facho, un pétiniste, etc. Parce qu'il a été un peu tout ça. Et n'en déplaise à sa mémoire. Et alors, donc, Lecœur me dit, bon, c'est une valeur moyenne qui tient le coup, et que ce soit les petits ou les grands, c'est à peu près toujours ça. Donc, quand on a l'impression qu'un individu a un cou court ou un individu a un cou long, c'est une simple question d'attitude, n'est-ce pas? Donc, que disais-je? Eh bien, qu'il fallait que je retende ma cage thoracique, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, dans le dessin de la cage thoracique, on part de la première côte, voyez-vous, et on descend à la 10e, comme ça. Et d'ordinaire, il ne faut pas être très loin du haut de la cage de la crête iliaque, n'est-ce pas? Et puis, se tenir dans un volume chez l'homme qui est à peu près en continuité. Il y a très très peu, comme vous le savez, de creux de la taille. Question? Non?
Alors, on va monter. Je n'ai pas mis les omoplates, c'est exprès. On les mettra plus tard. On va monter une gerbe musculaire considérable qui est ici. La preuve en est que même chez moi, n'est-ce pas, les apophyses épineuses des vertèbres lombaires, je les touche en creux. Or, sur le squelette, tel que je vous l'ai dessiné là, n'est-ce pas, eh bien, il suffit de regarder. On voit que l'apophyse épineuse d'une vertèbre lombaire, par exemple, saille d'à peu près 3 cm. Si vous imaginez que la masse musculaire qui est là en vient à placer ces apophyses épineuses, j'en dessine une si vous voulez, en retrait, n'est-ce pas? C'est donc que la masse musculaire qui lie, du verbe lier, n'est-ce pas? Qui lie, qui fait le pont entre la cage thoracique et le bassin, eh bien, c'est un très bon roast beef dominical, si je puis dire, hein, comme volume. Vous voyez, c'est tout à fait considérable. Alors, voilà une vision extrêmement simpliste. Vous vous doutez bien que ça n'est pas ça. Ça ne peut pas s'arrêter à la 10e côte comme ça. Mais pour démarrer notre étude, je vous propose de nous arrêter là quelques instants. Alors, il y a des gens, n'est-ce pas? Si vous palpez le sacrum d'un homme, la plupart du temps, et je dois avouer que chez moi, on ne trouve que l'os avec quelques petites fibres perdues par-ci, par-là. Mais vous avez des garçons chez qui on voit, n'est-ce pas, ces muscles spinaux, cette masse commune, se continuer délicatement jusqu'à la partie inférieure du rachis, n'est-ce pas? Alors, c'est une espèce de beauté plastique assez considérable et un volume, n'est-ce pas? Comment puis-je vous le traduire? Un volume considérable. On appelle ça la masse commune. D'accord? Donc, une énorme masse commune qui fait le pont entre le bassin et la cage, n'est-ce pas? Et qui n'a pas de nom. Ah, Gainsbourg, le chanteur, Serge Gainsbourg, par exemple, dans cette chanson très émouvante, il dit « tes reins ». Si on réfléchit, n'est-ce pas, on le voit avec la triperie, vous voyez, en train de pressurer les reins, et le sang arrive, l'urine sort, et tes reins. Ben non, les reins, on ne les a jamais pris à pleine main, même avec la passion la plus ardente. Chez le lapin, comment ça s'appelle? Voilà. Donc, je vous propose d'appeler ça le rable. Je n'ai pas pu lui dire. Et pourtant, je l'ai rencontré. J'ai jamais osé. J'ai rencontré chez un merveilleux marchand italien qui se trouvait là où maintenant il ne reste plus que la mosaïque dehors. Et ils ont en plus de ça changé poissonnerie en boissonnerie. Voilà. Bon, mais enfin, c'est tout de même une très belle mosaïque. Mais à l'intérieur, tout était en mosaïque. Et Gainsbourg achetait de sa charcuterie italienne et ses fromages-là avec une dégaine et un charme absolument extraordinaire. Mais je n'allais pas, moi, petit prof de morpho, lui dire « Monsieur, les reins franchement, je ne m'en sentais pas le courage. Donc, cette masse commune, mes amis, c'est un espèce de tronc d'arbre, si vous voulez, qui sort. On le voit souvent, ça, par exemple, pour les saules, n'est-ce pas? Prend le tronc quelque peu dans l'angle et émousse l'angle comme ceci. Vous voyez? Ensuite, il y a un faisceau qui vient se glisser en pointe. Mais alors, une pointe. Mais je ne vous dis pas, une pointe. À ne pas comprendre comment ce muscle est constitué, hein, si on n'a pas une explication anatomique que je vais vous donner. Et ensuite, entre les deux, il y a une sorte de méplat qui est dû en fait à la plaque tendineuse qui enveloppe la masse commune, qu'on pourrait appeler d'ailleurs une aponévrose,
Pas tant c'est large et important. Un tendon et une aponévrose, ça a absolument la même matière. Mais l'aponévrose, comme vous le savez, quand on retire la peau et le gras de l'avant-bras, par exemple, on sent très très bien en dessous l'aponévrose. Quand vous voyez, ce qui maintenant est assez rare, hélas, un lapin pendu chez un traiteur, pendant la période des fêtes, par exemple, il y en avait un rue Debussy en face du fleuriste, il a disparu, là, ces jours-ci. Ça tombe bien mal. Je ne peux même plus vous envoyer regarder les lapins à cet endroit-là. Mais lui, il avait des lapins à peau. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on dépiote la peau, quand on coupe la peau et qu'on la retourne, première surprise, c'est que le lapin est écorché vif. Il y a très peu de gras, surtout si c'est un lapin de Garenne qui a couru dans la campagne. Si c'est un lapin de clapier, il peut y avoir un peu de gras qui pendouille. Alors expliquez-moi où est passé le gras. Premier point. Pourquoi un lapin qu'on dépiote n'a pas de gras? Non, il n'y en a pas. Où est passé le gras? Comment se protège-t-il du froid? Par ses poils, évidemment. Donc une femme qui porte un manteau de fourrure, c'est un pléonasme. Je la fais tous les ans. Ça va? Donc, c'est un pléonasme adorable. Et quand on va chercher les trochanterres là-dedans, quelle merveille. Alors, il n'y a pas que les chiennes que j'aime. Alors, et les juments. Mais c'est magnifique quand même, une jument. En Auvergne, quand vous êtes là-haut, près du pied du plomb du Cantal, et que vous voyez les juments libres, comme ça, hein, et que, oh là là, quelle merveille. C'est vraiment de la morpho, parce qu'en plus de ça, elles sont toutes nues, elles le savent. Alors, donc, de quoi parlais-je? De la masse commune, des aponévroses, ça va? Oui, le lapin. On dépiote le lapin, il est écorché, mais vous n'allez pas me dire qu'il est rouge de la couleur des muscles, non? Hein? Il est bleu nacré. Donc, et puis les muscles ne tombent pas lamentablement comme des macaronis trop cuits, vous voyez ce que je veux dire? Non, ça reste en place, maintenu par l'aponévrose. On est d'accord? C'est ça, une aponévrose. C'est une enveloppe générale qui se glisse à l'intérieur, n'est-ce pas, en créant des loges dans lesquelles se glissent des familles de muscles. Exemple, les ischio-jambiers. Donc ici, vous avez une aponévrose extraordinairement solide, on la sent sous les doigts, là, dorso-lombaire, qui remonte là, et à ce moment-là, entre les deux précédents, naît une autre branche, naît un autre faisceau, n'est-ce pas, qui part beaucoup plus tard et monte beaucoup plus haut et long comme ça, tout long, le long du dos. D'accord? Donc, en fait, comprenez bien que cette masse commune que j'ai coupée, mais vraiment très sommairement pour le moment, vous voyez, comme une espèce de grosse pièce de viande, eh bien, elle est comme un étrange arbre à trois branches, n'est-ce pas? Ces trois branches que sont l'épi épineux à l'intérieur, le long dorsal dans cette partie-ci et le sacro-lombaire dans cette partie-là. Ce sont des noms, hein? Rien de plus, d'accord? Voilà. Et tout ça, ça monte. Alors, vous dire comment ça s'accroche, j'en suis bien incapable, très précisément. N'est-ce pas? Donc, on va placer comment ça s'accroche dans la partie haute. Dans la partie basse, vous avez compris, j'espère, je ne sais pas si je l'ai assez dit, n'est-ce pas, que l'ensemble de ces deux paquets de muscles, comment pourrais-je dire, de ces deux gerbes musculaires, l'ensemble, n'est-ce pas, la paire, s'appelle les spinaux. Ce sont les spinaux, n'est-ce pas? Et dans chacun des spinales, mais ça ne se dit pas, n'est-ce pas? Dans chacun des deux spinaux, voilà, il y a ici la masse commune, là, pour ceux que ça intéresserait, l'épi épineux, là, le long dorsal, et là, le sacro-lombaire. Mais ce ne sont que les branches, n'est-ce pas, qui naissent de la masse commune. Vous voulez peut-être que j'écrive commune,
pour que ça ait plus d'importance. Voilà, masse commune donnant naissance à 3 faisceaux. Question? Oui, Tarek? Le long dorsal diminué, il se voit quand même le Ah bah oui. Et ça dépend du caractère du bonhomme, de la démarche du bonhomme, de l'instant, etc. Alors ça, vous prenez un individu, il fait froid et puis j'ose pas, là, même un bel ectomorphe comme ça, mais il y a mon vieillard, je n'ai pas descendu les diapos ce soir, si vous n'avez rien à faire, Dieu sait si dans l'amour il y a des moments où on ne sait plus tellement quoi faire. Alors on lui dit, bah, baisse le dos, et puis on fait une étude des spinaux. Et quand ça remonte, on voit qu'à chaque instant ça change. Le dos, regardez Michel-Ange, c'est véritablement une passion. On peut avoir une passion morphologique pour un dos. Michel-Ange, il n'arrête pas de faire ça avec ses bons hommes, n'est-ce pas? Que ce soit les esclaves du Louvre, n'est-ce pas? Il y en a un qui s'étale comme ça. Bon, alors c'est en avant qu'il est le plus charmant. L'autre, n'est-ce pas? Avec des grosses bosses partout, etc. Et puis dans la Casa Buonarroti à Florence, où il y a tant d'œuvres inachevées, on pourrait se demander même si elles ne le sont pas un peu volontairement, n'est-ce pas? Michel-Ange, c'est quand même... Ah, il y a un Christ absolument sublime qui se trouve à Milan, au Castello Sforzesco, Christ mourant, de Michel-Ange, qui est l'œuvre inachevée par excellence, fait absolue merveille. Eh bien dans ces ignudi, dans ces hommes nus à la Casa Buonarroti inachevés qui sortent de leur gang de pierre, très souvent, ils ont des jeux de dos, n'est-ce pas? C'est une véritable passion chez lui. Alors ça, évidemment, il joue avec, et il joue avec la morphologie très différenciée des 3 branches. Alors, montons. Moi, je vous propose, le plus simple, c'est d'accrocher le sacro-lombaire d'abord. Vous voyez? Alors, comment s'achève-t-il? Par des faisceaux en fourche à 3 dents, si vous voulez, qui vont sur les côtes, donc inutile de nous casser la tête. Tout ça est recouvert ensuite. Mais ça, par contre, mon cher Tarek, ça n'est pas recouvert et ça se voit. Le nombre de diapos, je vais vous dire, sacro-lombaire, hein, tout simplement parce que... Et puis en plus de ça, c'est une des formes baroques, de l'art baroque les plus connues, n'est-ce pas? Cette espèce de lourdeur dans le bas du dos, en dehors. Comme ça. Donc, je force un peu trop la forme, là. Hein. Ça devient vulgaire. Donc, voilà. Donc, les sacro-lombaires qui montent de part et d'autre, comme ceci. Les pieds épineux, permettez-moi de le dessiner ex abrupto sans vous donner, pour le moment, un sens à cette forme. Alors, il y a une pointe ici, n'est-ce pas? Et une pointe là. Voilà. Ça part de la deuxième, je suis parti un peu haut, de la deuxième vertèbre dorsale. Je dis bien, vous voyez, c'est bizarre, non? C'est complètement inexplicable. Si on ne se penche pas sur un livre d'anatomie pour comprendre cette forme. D'autant plus qu'on pourrait presque croire que ça ne raccorde pas avec ce qui est en dessous. Vous voyez, une espèce de languette extrêmement étroite dans le haut. Ce n'est pas commode du tout à dessiner, d'ailleurs. Extrêmement étroite dans le haut et extrêmement étroite dans le bas. Et pour revenir à ce que disait Tarek, j'ai mis trop d'espace. Hein. Pour revenir à ce que disait Tarek, n'est-ce pas? Cette petite pointe dans le bas, celle du haut, on ne la voit pas, je vous donnerai la raison tout à l'heure, cette petite pointe dans le bas, tout d'un coup on dit « Ah, et pied épineux !» quand on la voit. Donc, derrière là, on ne la discerne même pas au-delà du
au-delà des épineuses très discrètes de la région dorsale, parce que les épineuses dorsales sont très penchées vers le bas. Donc la petite pointe de l'autre côté, on la voit plus ou moins. Plutôt moins que plus. Voilà, celle-là, on peut la voir. Elle est au niveau de la deuxième lombaire. Est-ce que je l'ai dit? Voilà. Et entre les deux, donc, il nous faut maintenant, on a besoin de faire intervenir une autre donnée, n'est-ce pas? C'est l'aponévrose dorsolombaire. Ma craie n'est pas assez efficace. C'est l'aponévrose dorsolombaire qui enveloppe le tout, bien évidemment, pour que ça soit bien maintenu en place et économiquement et physiologiquement fiable lorsque nous marchons, lorsque nous nous tenons droit, etc. N'est-ce pas? Donc tout ça est plaqué sur la région osseuse sous-jacente et maintenu plaqué par cette aponévrose. Il n'est pas question que ça parte le moins du monde en arrière. Je me fais comprendre. Enfin, on n'a jamais vu un dos. Voilà, avec les muscles qui pendent comme ça en arrière, hein, que je sache. D'accord? Donc, c'est plaqué contre le creux lombaire, etc. Vous comprenez pourquoi? C'est évident, n'est-ce pas? Les gens qui ne marchent pas, c'est-à-dire qui immobilisent trop longtemps, et parfois pendant 3 heures, n'est-ce pas, devant la télévision, dès l'enfance, ça paraît fou, non? N'est-ce pas? Cette masse sacro-lombaire, bien évidemment, si elle n'est pas régulièrement nourrie, irriguée, oxygénée, hein, pensez aux sportifs quand on les voit par mégarde avant une épreuve, n'est-ce pas, se secouer les muscles dans tous les sens, on se dit mais ça ne sert à rien, mais il paraît que ça sert, n'est-ce pas? Alors, ils décontractent les muscles, ils les font flotter dans l'espace, comme ça, pour essayer de les décontracter au maximum et de les oxygéner au maximum. Alors, imaginez les gens qui, comme vous, restent assis pendant des heures dans des salles, n'est-ce pas? Ben, évidemment, il peut y avoir des crampes, des problèmes divers et variés. Entre les pieds épineux, sur lequel je vais revenir dans un instant, et le sacro-lombaire, voilà le long dorsal. Donc, ça vous fait une sorte de dessin de ces muscles du dos, un dessin très caractéristique, variable d'un individu à l'autre, n'est-ce pas? Mais bien que ce soit des muscles profonds, qu'il y ait des muscles superficiels au-dessus, dont je parlerai dans les semaines qui suivront, eh bien ce dessin, nous l'allons voir sur les diapos, sans aucun problème. D'accord? Mademoiselle. Non, je n'ai pas mis de lombaire, j'ai pas mis d'omoplate. Soyez gentille, il n'y a pas d'omoplate. C'est une espèce de... Tout s'accroche sur la cage et sur le bassin. C'est un pont d'une architecture relativement indéfinissable, n'est-ce pas? On pourrait penser à Gaudi, par exemple, au-delà du gothique, une espèce de baroque fin de siècle, n'est-ce pas? Un pont qui part du sacrum et qui va sur la cage thoracique. Celui-là a des faisceaux qui ont des espèces de fourches à 3 dents, n'est-ce pas? Qui prennent une côte et la côte d'en dessous. D'accord? Celui-ci a des fourches à 2 dents, le long dorsal, et celui-là, je n'en ai pas encore parlé. D'accord? Pourquoi je sortais une craie blanche, là? Qu'est-ce que vous m'avez posé comme question? Oui. J'avais une idée, je l'ai perdue en route. Bon. Celui-ci. Je vais vous l'expliquer peut-être 1 ou 2 fois dans l'année, mais pas trop, parce que c'est très, très théorique. Comment justifier, n'est-ce pas, cette forme musculaire, cette morphologie? Vous voyez? Eh bien, il nous faut
un peu bêtement, je dois dire, placer l'apophyse épineuse de la deuxième dorsale. L'apophyse épineuse, je ferais mieux de le marquer en dessous, D2, D3, D4, D5, D6, D6, D7, D8. Je vais avoir des problèmes, moi, je crois. 6, D8. L1, qu'est-ce que je raconte? D8, D9. Pourquoi je suis troublé ce soir? D10. Oh, puis quand je dois faire des trucs comme ça m'agace. Alors, D10, D11. Non, mais avouez que c'est ridicule. D12, on y est. Et en plus, j'y arrive. L1, L2. Oui, c'est génial. Voilà. Alors, c'est idiot, hein, parce que bien évidemment, le rachis est comme ça. Hein, mais je simplifie. On est d'accord? Je fais sortir des apophyses épineuses. Voilà. Et en plus de ça, je les dessine comme des bougies, alors que celles-ci sont comme ça, toutes longues, se recouvrant les unes les autres. Et celles-là sont, il suffit de palper, larges et arrondies. Je reprends la théorie. Bête. N'est-ce pas? Bien. Et je dis rien pour des 8. D'accord? Et je prends un faisceau musculaire, que j'attache à D2. Vous me suivez? Où va-t-il aller pour que j'obtienne cette forme? Eh bien, celui-là va aller là. Imaginez le créateur inventant un épi épineux. Vous voyez ce que je veux dire? Il fallait le faire, non? Ensuite, il a pris ce faisceau-là, il l'a mis là. Et voyez Léonard de Vinci avec ses ficelles, se prenant d'ailleurs en partie pour le bon Dieu. Vous me suivez? Et voilà. Donc, dans la partie haute, vous n'avez qu'un faisceau qui arrive. Deuxième vertèbre, 2 faisceaux. Troisième vertèbre, 3 faisceaux. Quatrième vertèbre, 4 faisceaux. Cinquième vertèbre, 6 faisceaux. Septième vertèbre, tiens, c'est 7 justement. 7 faisceaux, rien. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faisceaux charnus, ça va en s'élargissant vers le bas, s'affinant vers le haut. Rien à D8, et on régresse peu à peu vers le bas. Vous me suivez? Non. Non, rien compris, je crois. Je vais essayer de faire ça un peu plus plastiquement. Voilà. Je ne l'ai jamais fait comme ça, mais c'est le moment ou jamais. Donc, C7 est là, D1, D2, D3. Alors, allons-y, respectons la forme pour voir si j'en suis capable. D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, aïe. D9, D10, on redresse, D11, D12, presque une lombaire, L1, L2, voilà. Donc, C7, D1, D2, voilà. Donc, un faisceau ici, un autre là, voilà, un troisième ici, un quatrième là, un cinquième ici, pardon, un sixième là et un septième ici. Donc, mon muscle, oui, j'aurais pu faire ça. Voilà. Mon muscle est extrêmement fin dans le bas, n'est-ce pas, extrêmement fin dans le haut, et large au niveau de la 8e dorsale, là où il n'y a pas d'attache et où il y a 7 faisceaux qui viennent du bas et 7 faisceaux qui viennent du haut qui interfèrent. Ça marche? Donc, ce muscle, cette branche musculaire des spinaux, à quoi va-t-elle servir? Bien évidemment, imaginez, faisceau par faisceau, à créer des connivences entre les apophyses épineuses des vertèbres dorsales. Vous me suivez?
On a dans le dos 2 petites machines extrêmement raffinées le long des apophyses épineuses qui relient ces apophyses épineuses une à l'autre, une à 7 autres, 7 à une autre, 3 à 4 autres, etc. Un petit machin. Vous me suivez ? Comment voulez-vous que lorsqu'on est resté à la messe à lire son bréviaire ou son missel très lourd comme ça pendant des heures, avec le dos penché de la même façon, on est pas mal dans les pieds épineux. Vous me suivez ? Il est parfois extrêmement douloureux, mais il faut souffrir, c'est bien connu, pour prier fort. Donc, vous avez des contractures des pieds épineux chez des malheureux ouvriers. Quelle sauvagerie, n'est-ce pas il y a un film assez passionnant. Si par hasard vous voulez voir un documentaire assez passionnant, très extraordinaire, sur un village du nord-est des Brésiliens, à l'espace Saint-Michel. C'est tout à fait bouleversant. À mon avis, c'est un film qui te permet de comprendre l'élégance chez les gens les plus modestes. Je ne sais pas si vous avez vu des photos de Céleste Albaret, par exemple, la bonne de Proust, pour laquelle j'avoue avoir une grande passion, parce que Proust lui a dit « c'est avec ces charmantes petites mains que vous me fermerez les yeux ». C'est extraordinaire. Elle restait debout au pied du lit, elle l'écoutait, une passion magnifique comme ça. Bon, eh bien, quand vous voyez des photos de Céleste Albaret, vous vous dites que, enfin moi pour ma part, que j'ai rarement vu des femmes aussi élégantes, une femme aussi élégante. En cette fin de siècle, c'est rarissime. Elle est dans son village, en Lozère, n'est-ce pas, photographiée avec Odilon, c'est son époux, chauffeur de Proust, qu'elle va épouser, n'est-ce pas, et ainsi elle deviendra plus que la servante, n'est-ce pas, et elle a une jupe absolument sublime, avec 3 boutons magnifiquement placés, etc. Ces gens-là n'avaient pas beaucoup de vêtements. Ma petite grand-mère maternelle avait une redingote, n'est-ce pas, qu'elle a portée 30 ans, je crois. Regardez dans mon quartier, dans notre quartier, là, le nombre de magasins de vêtements de fripe, luxueuses, mais c'est nul. Eh bien, la redingote de ma grand-mère était sublime, sublime. Et elle la ressortait chaque hiver de l'antimite, etc. Et ça tombait magnifiquement. Elle ne pouvait pas faire un pas sans qu'on se dise un Goya. Voilà. C'était absolument magnifique. Donc, dans ce film, eh bien, alors les vêtements, évidemment, c'est tout juste si ce n'est pas des chaussures Nike, mais ils ont sorti leurs chemises propres, etc. Mais ça, peu importe. Mais là, dans leur façon de s'exprimer, ces gens qui n'ont rien, qui sont exploités jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, parce que si vous êtes curieux, c'est un film absolument bouleversant pour comprendre la détresse de certaines populations dans le monde du fait de la mondialisation et compagnie. Eh bien, l'élégance de ces gens, il y a même une dame qui modèle des choses en terre. Franchement, c'est du point de vue artistique, culturel, là vous n'avez pas envie de mettre des cas à culture, c'est effrayant. Ça a une sacrée gueule. Et moi, je me disais en voyant ce film, mais ce n'est pas étonnant. Je ne sais pas si ça vous trouble, mais à chaque fois vous avez assisté à ça, c'est une chance incroyable que j'ai vu ça avant de m'en aller. Monsieur Chauvet découvrant la grotte Chauvet. On descend, personne n'y va, sauf quelques très rares personnes, mais vous avez peut-être vu des livres. En plus de ça, il y a un cours de morpho dans la grotte Chauvet, n'est-ce pas ? Il y a un endroit où il y a un crâne posé sur une base, comme ça, un crâne d'ours, je crois, n'est-ce pas ? Et au mur, vous avez des dessins au noir de carbone, vous voyez l'endroit où le bois a été brûlé pour faire le fusain, n'est-ce pas ? Des dessins au noir de fusain absolument magnifiques, de crânes d'ours tout autour. Qu'est-ce que vous voulez que je rêve de plus ? Et est-ce que ça ne vous surprend pas ? On découvre Lascaux, c'est sublime. On découvre la grotte Chauvet, c'est sublime. On découvre, etc., 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 c'est sublime. Ils étaient tous géniaux. Il y a quelque chose là un peu surprenant. Vous ne trouvez jamais une peinture aussi nulle que... Arrêtons-nous, n'est-ce pas ? C'est tout de même étrange. On peut se demander si certaines
conditions d'existence. Ne me faites pas dire la pauvreté, n'est-ce pas? Surtout pas. Mais ça trouble énormément. Et ces gens qui parlent devant cette caméra, parfois de face, etc., ont une allure, une simplicité, une poésie dans la façon de s'exprimer, mais ça laisse complètement pantois. Et nous qui sommes artistes, entre guillemets, hein, moi, je me suis sorti de là en me disant que je n'avais que des activités très artificielles. N'est-ce pas? Et heureusement, je suis assez vieux pour ne pas avoir pour avoir mauvaise conscience, n'est-ce pas, et ne pas partir dans le nord-est, les aider à s'en sortir. Donc, hein, à tel point que les muscles les plus importants, on les a appelés complexus, tout simplement, complexi au pluriel, n'est-ce pas? Eh bien, les muscles qui descendent de là-haut viennent interférer dans les muscles qui montent, et on peut en ajouter un sur le côté qui s'appelle cervical ascendant, n'est-ce pas? Donc, il n'est pas question que je vous les détaille, je ne les connais pas très bien, je les connais très mal. Et pour ce soir, je me contenterai de vous en dessiner les grandes formes qu'on voit parfois sur le vivant. Soit vous voyez des formes telles que celle-ci, vous voyez. Voilà. D'accord? Soit, alors ici, ce seraient les splénus du cou et de la nuque qui domineraient, mais parfois, c'est la masse globale qui domine, et vous avez un espèce de boudin, pour ne pas dire roast beef cette fois-ci, le long du ligament cervical. Si vous continuez votre ligament cervical tout le long du dos, n'est-ce pas? Vous comprenez que les muscles spinaux et les muscles de la nuque, n'est-ce pas, interfèrent un peu comme si vous preniez vos mains et que vous fassiez ça, vous voyez? La gerbe qui vient du bas, la gerbe qui descend du haut, interfèrent l'une dans l'autre jusqu'à créer un ensemble homogène dont la forme globale, si je puis dire, s'appuie en bas sur les sacrolombaires. D'accord ou pas? La forme, j'entends, la forme. Hein? Donc, vous avez des muscles de la nuque qui descendent de l'arrière du crâne et de la petite ligne courbe. Si vous touchez l'arrière de votre crâne, vous allez peut-être sentir ici une protubérance occipitale, une petite ligne comme ça, une petite pointe. De part et d'autre de cette pointe, il y a deux arcs, n'est-ce pas, sur le crâne, deux arcs ici, et les muscles de la nuque, vous pouvez les prendre entre vos doigts, n'est-ce pas? Permettez, penchez-vous, voilà. Vous pouvez les prendre entre vos doigts, de part et d'autre, relevez un tout petit peu le corps, voilà. Vous pouvez les prendre entre vos doigts, de part et d'autre du ligament cervical. Là, vous avez, je le sens très bien, la septième, au-dessus du ligament cervical, rien du tout. Septième cervicale, ici, n'est-ce pas? D1, D2, D3, D4, D5, etc., etc. D'accord? Très peu perceptible à l'endroit de la courbure, ici. Hein? Les apophyses épineuses ne sont pas saillantes. Si elles le sont, ça surprend, ça inquiète. S'il y a une douleur à cet endroit-là. Hein? Ah tiens, j'ai une anecdote. Après, dans les années 70, les femmes ont abandonné le port du soutien-gorge. Bon, je n'ai pas de principe, les médecins en ont, et ils disent que si une femme ne veut pas voir ses seins descendre, n'est-ce pas, eh bien, il faut qu'au-delà d'un sein dont le volume en avant est égal au tiers de la hauteur, est-ce que je me fais comprendre? Tant qu'un sein va en avant jusqu'au tiers de sa hauteur, hop, vous me suivez? C'est vraiment un petit sein. Hein? Vous voulez que je fasse un dessin? Parce que quand je parle avec mes doigts, il me semble que vous ne comprenez rien. Voilà, 1, 2, 3, n'est-ce pas, ici, voilà.
tant qu'un sein ne dépasse pas en avant le tiers de sa hauteur, le port du soutien-gorge n'est pas essentiel. Bon, très bien. Mais s'ils sont un tout petit peu honnêtes, ils vous diront qu'une femme sans soutien-gorge ne doit jamais descendre un escalier sans se tenir les seins. Vous me suivez? C'est difficile dans certains endroits. Si elle n'a pas de soutien-gorge, j'entends bien. Quant à faire le tour du Luxembourg, en courant, avec des seins qui sont bien au-delà du tiers de la hauteur, parfois je ne me précipite pas avec 1 mètre pour mesurer, n'est-ce pas? Je souffre à l'œil, ça suffit. Sans porter un soutien-gorge idoine et adéquat, n'est-ce pas, avec le croisé tout autour et toutes les fibres au centre, ben, il y a des magasins pour ça. Hein, je ne vois pas pourquoi vouloir absolument avoir les tractus fibreux qui s'effondrent. Alors, il faut bien comprendre que le sein est entre 2 feuillets aponévrotiques. Je vous en reparlerai si vous voulez. N'est-ce pas? Voilà. Il est entre 2 feuillets aponévrotiques. L'aponévrose s'ouvre devant la glande mammaire et se referme. Ces 2 feuillets aponévrotiques se sont ouverts devant la clavicule, n'est-ce pas? Voilà. Oh, je pourrais descendre ici un peu, ça se referme, et voilà. Et ça s'ouvre devant la glande mammaire, qui est une glande qui ressemble un tout petit peu à une grappe de raisin, si vous voulez. Voilà. Et qui émerge en dehors au niveau de l'aréole. Vous me suivez? Bon. Vous vous en doutez, comme c'est un système aponévrotique, entre l'avant et l'arrière, n'est-ce pas, il y a des tractus fibreux très obliques, comme ceci. Et dans les espaces, les loges, il y a des localisations graisseuses qui viennent se glisser pour envelopper le tout et bien évidemment donnent une unité à la forme. Pendant le cycle lui-même menstruel, entre les règles, le sein change de volume, n'est-ce pas? Il a tendance à prendre un tout petit peu de volume. Lorsque la maman est enceinte, n'est-ce pas? Lorsque la femme est enceinte, à ce moment-là, il double de volume, n'est-ce pas? En général. Donc, les tractus fibreux qui tout à l'heure avaient cette obliquité vont avoir celle-ci. Vous suivez? D'accord? Vont être étirés au maximum et parfois au-delà du maximum. Je me fais comprendre? Donc, les tractus vont se briser, d'accord, lors de la grossesse. Et puis, bon, le sein descendra un peu. Second problème, pendant que je suis avec ça, ça change de sujet, ça ne vous fait pas de mal. La peau, n'est-ce pas? La peau était là tout à l'heure. Elle est venue là maintenant. Mais si elle n'est pas nourrie pour supporter cet allongement en surface, c'est de la folie. N'est-ce pas? Alors, il y a des femmes, souvent qu'elles fument, elles n'ont pas le temps de se masser les seins, puis elles trouvent ça un peu bizarre. Mais, crétine, idiote. Parce qu'elles vont se retrouver avec une peau qui va exactement comme les tractus fibreux ne pas supporter l'allongement. Vous me suivez? Vergeture, d'accord? Et parfois même vergeture concentrique autour du mamelon. Elles pourront aller se faire opérer après, d'accord? Il faut aller chercher de la peau dans la fesse, etc. D'accord? Donc, si vous êtes enceinte, caressez-vous avec de la crème. J'en mets bien, moi, sur mes mains avant de faire court, parce que je suis allergique à la craie, ça me coupe la peau. Donc, qu'est-ce que je raconte? Les tractus fibreux, vous pensez bien que si vous devez vous tenir les seins pour descendre un escalier, le simple fait de faire ça, ça a tendance à briser les tractus fibreux, n'est-ce pas? Imaginez faire le tour du Luxembourg en courant avec un soutien-gorge de n'importe quoi. C'est vraiment vouloir avoir des seins. C'est émouvant. C'est très émouvant. Vous avez des femmes qui, quand elles retirent leur soutien-gorge, le sein suit pendant un certain temps, n'est-ce pas? Et on se demande jusqu'à quand. C'est charmant. C'est charmant si on l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parfois, elle vous regarde avec un œil un peu triste. Et là, on se dit, elle n'aurait pas dû faire le tour du Luxembourg comme ça. Donc, je ne sais pas du tout pourquoi je parlais du sein. Ce n'est pas du tout dans la région.
n'est-ce pas? Mais au moins, j'ai de l'aponévrose, d'accord? Donc tout ça est enveloppé par des aponévroses. Et je crois qu'en morpho, là-bas, il doit rester quelque part une bouteille qu'on appelait en verre, qu'on appelait autrefois une bouteille de Saint-Galmier badois. Je pense que j'avais demandé à Comard de réaliser un objet autour de cette bouteille. Quel objet? Eh bien, en vue du dessus, n'est-ce pas, de modeler une clavicule, en vue du dessus, j'entends, hein, et une omoplate. Voilà. Une clavicule et une omoplate, vous voyez, comme ça, maintenue par un petit arceau, que l'on glisse sur la bouteille en question. Je me fais comprendre? Voilà, je ne sais pas si l'objet existe encore. Mais en fait, la vérité est là. C'est que tant que vous n'avez pas, je vais effacer un peu, tant que vous n'avez pas les omoplates, n'est-ce pas, le corps, d'ailleurs c'est terrible, parce que quand le cœur était encore là, il y avait des cadavres en morpho, n'est-ce pas, pour la dissection. Et moi, j'avais horreur de ça, évidemment. Et il suffit de relever la paupière d'un cadavre pour avoir un choc épouvantable. Parce que l'œil vous regarde, n'est-ce pas? Alors donc, le cœur voulait des cadavres, moi je n'en voulais pas. Si ça vous intéresse, j'ai raconté tout ça dans un article dans un catalogue assez intéressant, je dois dire, du point de vue des reproductions, qui s'appelle L'âme au corps. C'est une exposition organisée par Jean Clair au Grand Palais, et un membre de l'Institut dont j'oublie le nom, mais n'était pas très sympathique, c'est pour ça. Donc, eh bien, j'explique dans ce catalogue qu'heureusement, en été, on a retrouvé un chat mort. Là, j'ai pu dire tout de même que ce n'était pas très salubre, n'est-ce pas, et que j'en avais archi marre. Et il m'a dit, bah, faites ce que vous voulez. J'ai brûlé tout le matériel de dissection là, dans la cour, et quand il est revenu en octobre, il n'y avait plus rien. Il a été surpris. Alors, donc, les cadavres, on nous les apportait comme ça. Alors, il y avait quelques étudiants de l'école. C'était dans les années 60 et 70. Hein. Donc, il y avait des barbus, énormément dans l'école à cette époque-là. Et il y en avait un qui doit enseigner encore, je crois, il ne faut pas que je parle trop, dans un cours du soir d'anatomie. Il était barbu blond, presque blond-blanc. Et lui, il adorait l'anatomie, etc. Il était toujours à courir derrière le cœur pour lui poser des questions insensées et tout. Et alors, moi, je disais, pas de cadavre, je vous en supplie, etc. J'étais déjà allé voir des opérations, ça va comme ça, j'avais compris, les aponévroses, etc. Mais il paraît qu'il y a des choses que je ne comprenais pas. Bon. Alors voilà un cadavre qui arrive, si vous voulez. Et mon artiste, là, qui relève, vous m'entendez bien, qui relève sa barbe avec des épingles à linge et l'attache dans ses cheveux. Moi qui ai horreur du Petit Prince et du folklore, je peux vous dire que j'étais servi. Le cœur me dit, vous y allez. C'était sous l'escalier. À cette époque-là, le bureau du patron était juste derrière l'amphi de morpho, parce qu'il n'y avait pas de gens qui utilisaient l'amphi en dehors de nous. Et de là-bas, il me surveillait pour voir si je regardais. Alors moi, j'étais là à me dire mes selles et tout. Bon. Et l'autre, il ne comprenait rien. Alors évidemment, il taillait trop vite. Alors j'ai dit, arrête, tu coupes le machin, etc. Bon. Et puis, c'est infernal de disséquer un cadavre. Ça prend des jours et des jours si on le fait sérieusement. En plus de ça, si on se coupe, c'est jamais bon, bien qu'il ne soit pas frais. Quand ils sont frais, on peut en crever. Mais parce que tout peut vous arriver, même une piqûre anatomique, septicémie, c'est la mort, il n'y a pas de problème. Au 19e, c'est comme ça que les profs d'anatomie, c'était vraiment un sacerdoce. Ils en mouraient souvent. C'est pour ça qu'après, ils ont pris des prosecteurs pour que quelqu'un d'autre meure à leur place, si vous voulez. Et un type qui faisait ça très très bien parce qu'il savait qu'il risquait gros. Je ne vais pas vous parler de Semmelweis, mais c'est comme ça qu'on a inventé l'hygiène, l'idée de se laver les mains, par exemple.
entre le moment, vous imaginez, je vais vite, mais c'est tout de même fou, 1870, n'est-ce pas, Semmelweis se rend compte que dans une clinique d'obstétrique à Vienne, il y a les femmes qui sont accouchées par les médecins, en général, ont tendance à faire des fièvres post-puerpérales et puerpérales et après l'accouchement. Celles qui sont accouchées par des sages-femmes s'en sortent mieux et survivent beaucoup plus. Pourquoi? Parce que les médecins en question, les jeunes médecins, passaient de la salle de dissection à la salle d'accouchement sans se laver les mains. Parce qu'à cette époque-là, on ne se lavait pas les mains. Vous imaginez? C'est comme ça que Semmelweis a découvert le fait qu'il valait mieux se laver les mains. Et il en était peut-être convaincu. Mais enfin, c'est fou, on n'arrive pas à le croire. Lisez, vous verrez, je ne mens pas. Donc, décidément, ce soir, je me promène. Semmelweis. Aidez-moi, je vous en prie. L'accouchement. Oui, de quoi je parlais? Le dos? Non? Comment? Les barbus? Oui. Alors, le cadavre. Le cadavre. Eh bien, je me retrouvais tout seul avec. Tout seul. Et je disais à Lecoeur, vous avez un grand jardin. Il avait une propriété sublime que vous voyez le long du métro Saint-Jacques. Emportez-moi ça là-bas. N'est-ce pas? Et puis continuez vos activités. Non, j'étais tout seul. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé des jeunes chirurgiens en leur disant, j'ai un cadavre. Pour moi tout seul. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, pour que ce soit bien, on a organisé 5 tables, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on a coupé mon bonhomme, ça y est, j'y arrive, on a coupé mon bonhomme proprement en 5 morceaux. 2 membres inférieurs, 2 membres supérieurs, un torse et une tête. Mais c'est là où je veux en venir, quand vous retirez, vous voyez, quand vous bougez le bras comme ça, mais si vous bougez seulement l'index, vous sentez que ça vibre là. Le bras, il est attaché au torse, ici, là, par la clavicule. Chez les chevaux, il n'est pas attaché, il est libre, n'est-ce pas? Il saute sur l'obstacle, il faudrait que je vous montre des chevaux. Ça sera très bien. On est mardi, jeudi. Donc, chez l'homme, n'est-ce pas, l'antérieur, si vous voulez, le membre supérieur, va dans l'omoplate, ça c'est classique, et puis vous voyez, on passe de l'omoplate à l'humérus, et puis on descend dans la main. Chez le cheval, il y a indépendance entre l'antérieur et la cage thoracique. C'est pour ça qu'il flotte entre ces antérieurs. Donc, l'un de mes amis a pris un membre sup, l'autre un membre sup, parce que je voulais qu'on s'en débarrasse de ce truc-là. Donc, et puis que je fasse venir le petit corbillard, et ciao, jusqu'à ce que ça leur reprenne, n'est-ce pas? Donc, et puis, chacun disséquait dans son coin. Moi, j'avoue que là où j'ai le moins peur, c'est avec les mains. Donc, j'ai disséqué des mains. Donc, mais quand vous retirez les membres supérieurs d'un corps, vous avez ça. Vous voyez ce que je veux dire? Cette espèce de truc, comme un poisson. Vous voyez? Sans bras, sans rien, sans clavicule, sans omoplate. Une bouteille de Saint-Galmier. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vous le redonnerai pas souvent, mais là, ce soir, il faut que vous compreniez que c'est ça. Ça. Avant qu'on ne mette des omoplates, vous voyez la drôle de forme que ça a? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, eh bien là-dessus, on va attacher des membres supérieurs, des bras, n'est-ce pas? Mais pour les attacher, on va poser des omoplates, n'est-ce pas, à cheval, sur les spinaux et sur la cage thoracique. Ça marche, mademoiselle? Donc, il n'est pas question de m'attacher ça sur les omoplates. C'est indépendant, ça va du crâne au bassin. On est d'accord? Donc, là-dessus, il faut y aller carrément, vous voyez. On va empiéter comme ça, ici. Là, ce n'est pas la peine. Et on va placer une omoplate. Qu'est-ce que c'est qu'une omoplate? Pour les gens de la préhistoire, c'était une palette, n'est-ce pas? Voilà. J'y reviendrai, n'est-ce pas? Une omoplate au bout de laquelle on peut placer, si vous voulez, un bras. Comment est-ce que ça fait? Je vais le glisser par là, comme ça on n'en parlera plus. Voilà, un bras. Est-ce que c'est bon de proportion?
très schématiquement. Voilà. Oh, zut, ça ne va pas du tout, j'efface. Donc, j'en regarde un parce que j'ai un moment de gêne. C'est le bon ou pas, ça? Oui, ben, ça tombe bien, c'est le bon. Mettons que je le mette comme ça, voilà. Voilà. Hop, hop, hop. Ici, j'y reviendrai une autre fois. N'est-ce pas? Donc, ce qui compte ce soir, c'est que vous ayez une toute petite vision de l'omoplate, comme ceci. N'est-ce pas? Voilà. Dans son volume, surtout pas une omoplate de bouquin, pas? Parce que les omoplates de bouquin, c'est comme les ailes iliaques de bouquin, c'est aplati. Voilà une omoplate d'un type qui devait être extraordinaire. Un grand bonhomme, plein de muscles tortueux, n'est-ce pas? Voilà, j'en ai une autre, je croyais que j'en avais 3, non, j'en ai que 2. Ah, là voilà. Regardez la différence de style entre ces deux individus. C'est tout de même convaincant, non? Hein, ça, je peux vous dire, c'est une bête magnifique. Hein? En général, je n'ai que des mâles parce que les omoplates féminines sont... Ça, c'est moderne. Hein? Vous voyez, regardez, il avait d'énormes muscles en dessous. Il aurait pu faire très facilement de la planche à voile, celui-là. D'accord? Parce que les types qui font de la planche à voile, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils marchent suivis de leurs omoplates. Parce qu'il y a le muscle en question qui est entre la cage et l'omoplate. Donc, nous lui mettons une omoplate, vous êtes d'accord, de part et d'autre, n'est-ce pas? Et ça va nous permettre, alors celle-là, on la voit en raccourci, n'est-ce pas, comme ceci, donc c'est très commode. Ah, zut, c'est blanc. Donc, on se met une omoplate en raccourci ici, excusez-moi, avec le raccourci de l'épine, etc. Mais je voudrais vous faire remarquer ça, n'est-ce pas? Cet élément-là, vous voyez? Cet élément-là. Quand je suis debout, si je le veux, je peux horizontaliser cet élément. Quand j'étais à l'armée, dans le train des équipages, on m'avait pris, figurez-vous, malgré toutes mes tares, n'est-ce pas? Eh bien, en été, pour que j'ai l'air un peu plus chic, j'avais, je ne sais pas si ça se fait toujours, une chemise kaki. Alors voilà le crâne du bonhomme, voilà les épaules, n'est-ce pas, avec les bras, si vous voulez, comme ça. Une chemise kaki avec des pattes d'épaule, je ne sais pas si vous avez remarqué. Eh bien, on fournit aux militaires de seconde classe un acromion en carton, n'est-ce pas, qui se glisse sur les pattes d'épaule, parfois même ils le décorent de petites choses métalliques, je ne sais pas quoi, des petits, comment on dit, enfin bref, des trucs où c'est marqué régiment de machin truc. Voilà, donc ça leur donne une épaule plus structurée, un peu comme un costume croisé. Pour certains hommes politiques, ils se mettent un costume croisé quand ils ont du ventre pour que dans l'écran de télévision, leur schéma corporel s'horizontalise, vous voyez, un peu avec l'écran. Parce que je me fais suivre, parce que sinon, les épaules comme ça, ce n'est pas vendable, n'est-ce pas? Alors donc, on les met comme ça. Voilà, donc ça, c'est l'acromion. Vous me suivez? Et donc là, hein, cette chose que vous avez là, qui est très repérable. Et alors, je voulais, pour ce... Je ne suis pas trop en retard, ça va. Ce soir, vous ne vous ajoutez qu'un muscle entre l'omoplate et le rachis. C'est un muscle que vous connaissez parfois très bien, pour l'avoir vécu, n'est-ce pas, qui part de l'angle de l'omoplate, comme ça, et va vers le rachis. Mais où va-t-il sur le rachis? Eh bien, si je reconstitue le rachis cervical avec la 7e et que je place les apophyses transverses, je vous apporte des vertèbres cervicales la prochaine fois, eh bien, ce muscle qui est hélicoïdal, n'est-ce pas, qu'on appelle angulaire de l'omoplate, prend les 4 premières vertèbres comme ça, vous voyez, et se retourne hélicoïdalement pour aller sur l'angle supérieur de l'omoplate. M'avez-vous compris? Il crée, vous voyez de qui je veux parler? Non? Il crée une forme ici, hein, et
une direction là qui pivote. Bougez pas. Il part d'ici, il se retourne comme ça, n'est-ce pas? Il se retourne hélicoïdalement et il vient sur le côté, là. Ça vous rappelle rien? Les torticolis, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous connaissez les 2 chevaux, par exemple, mais les 2 chevaux ont un système d'aération très particulier. Si vous êtes à l'arrière, qu'il fasse très chaud, et qu'on vous ouvre une petite fenêtre à l'avant, le vent coulis est parfait, n'est-ce pas? Et vous pouvez vous retrouver avec un torticolis, c'est-à-dire les angulaires de l'omoplate en contracture, ou un seul. Parfois, vous pouvez bouger, tourner la tête, n'est-ce pas? C'est un muscle extraordinairement raffiné, vous comprenez, n'est-ce pas? 4 insertions latérales, n'est-ce pas, qui passent donc devant les muscles de la nuque, devant le pont de la nuque, et ça vous fait une forme parfois très très visible, je vous le montrerai, qui évase la nuque et rejoint l'omoplate. Et vous voyez, c'est le premier des muscles que je vous mets comme lien entre l'omoplate et l'ensemble des vertèbres et de la cage thoracique. Il y en aura bien évidemment d'autres. Mais ce soir, j'ai voulu rester le plus longtemps possible avec les spinaux, qui sont 2 masses qui partent du sacrum, qui vont de part et d'autre du rachis, en bifurquant dans des branches, n'est-ce pas, étranges dans leur forme, ce qui va avec le raffinement de leur situation et donc de leur fonction, n'est-ce pas, sacro-lombaire, long dorsal et pied épineux, raccordant sur la masse commune qui est leur tronc commun. Ce sont donc les spinaux qui montent de part et d'autre du rachis, ignorant totalement les omoplates. Quand les omoplates entrent en jeu, à ce moment-là, il va y avoir d'autres muscles qui vont raccorder les omoplates au rachis, au crâne et au bassin. On verra ça plus tard. On va rester 2 mois là-dedans à dessiner des trucs qui vont dans tous les sens. Question? Non, aucune. Eh bien alors, on va passer au diapo. Charmant, qui avait voulu se connaître de dos. Ça, c'est vrai que ça se comprend assez bien, si vous voulez, là, l'envie de se connaître de dos. Il était assez bel homme. Et alors là, il y a un muscle dont je n'ai absolument pas parlé, qui va être génial, qui s'appelle le rhomboïde. Pourquoi ce muscle me plaît tant? C'est parce qu'il cache tout le raccord entre les spinaux du haut et les spinaux du bas. Donc, grâce à lui, tout est simplifié du point de vue des formes. Là, vous voyez le bord qu'on dit spinal de l'omoplate, c'est-à-dire celui qui est près du rachis. Là, vous voyez l'acromion qui s'enfonce dans le deltoïde. Vous voyez? Donc, de l'omoplate, on ne voit plus que l'épine et l'acromion, là, et le bord spinal. Ça, c'est un rachis. Là-haut, c'est C7D1. On descend avec des petites nodosités, puis tout à l'heure, on verra le reste. Alors, chez lui, c'est très évident, n'est-ce pas? La 10e côte est là, comme dans mon dessin. La 10e côte est là. C'est elle qui va le plus en largeur. C'est la 8e qui va le plus en avant. Hein? Et ensuite, vous avez la 11e, qui est la première flottante ici, et la 2e flottante. D'accord? Le bassin arriverait là. Et ça, c'est le sacro-lombaire qui pèse là déjà. En bas, le trochanter. Diapo suivante. Vous voyez, si on fait écarter les bras, à ce moment-là, on peut voir plus ou moins les spinaux. J'espère qu'on va les voir dans les diverses diapos. Ça, c'est la masse commune, bien évidemment, dont on voit le volume. Et là, le creux d'ombre, eh bien, là se trouvent les apophyses épineuses des vertèbres lombaires qui saillent, comme je vous le disais, de 3 cm. Si vous ajoutez l'épaisseur du muscle, l'épaisseur apparente du muscle, vous voyez que l'épaisseur réelle du muscle est considérable. Ce que j'appelle le muscle, c'est la masse commune. Diapo suivant. Vous voyez, les omoplates qui jouent en fonction des mouvements des bras, la masse commune, la 10e côte, diapo suivant. Diapo suivante. Il y a des tas de muscles dont je ne peux pas vous parler ce soir, évidemment. Là, vous lisez bien la 7e cervicale.
hein, sans problème. Vous voyez, c'est vraiment une proéminente. C'est l'espèce de garrot chez l'homme, si vous voulez. Ensuite, les dorsales, évidemment, dans cette position ne sont pas visibles. Puis les lombaires, et vous voyez l'épaisseur durable. Hein? Mais chez un lapin, vous avez bien vu à quel point c'est épais. Diapo. Diapo. Vous voyez la masse commune? Diapo. Alors voilà mon géant, n'est-ce pas? Qui riait parce que dans les piscines, il avait le plus souvent la tête qui dépassait, pas tout de même dans le grand bain. Et alors, vous voyez, lui, vous allez le voir tout à l'heure de plus loin, il avait des omoplates absolument extraordinaires, un bassin masculin qui monte très très haut, mais très très efféminé, avec des toutes petites tubérosités iliaques, des angles rentrants très très hauts. Il aurait enchanté un sculpteur grec, parce que c'était un déploiement de forme féminine, ou Michel-Ange, c'était un déploiement de forme féminine et masculine, incroyable. Vous voyez la masse commune très raffinée, suivant l'intérieur de la crête iliaque et s'en allant sur le sacrum. On le voit très très bien là. Le sacrum n'est pas perceptible, on voit le muscle, n'est-ce pas, et on voit la dépression médiane. Vous me suivez? Bon, là, il y a des petits replis possiers ici, mais vous voyez bien monter la masse commune, et là, tout de suite, vous n'avez pas besoin d'explications subsidiaires, vous comprenez que c'est le sacro-lombaire, mais chez ce garçon, vous voyez à quel point ça devient baroque. Hein? Diapo suivant. Alors parfois, c'est étrange, il paraissait bancal, comme ça, mais là, je vous l'ai sorti pour les spinaux, tout simplement. Diapo suivante. Alors, bon, on en reparlera, mais il avait là une anomalie incroyable. Il avait un muscle trapèze tout petit. Ordinairement, ça descend là. Et des omoplates énormes. Ça, ce sont des faisceaux musculaires. Ça, c'est la 7e cervicale. Vous voyez comme parfois, elle est bien visible au milieu d'un losange en méplat dont je vous reparlerai. Et là, vous avez un morceau de sacro-lombaire assez visible aussi. Diapo suivante. Vous voyez, les pouces posés sur les masses communes. D'accord? Et c'est très naturel, en fait, chez ce grand échalas, n'est-ce pas, de se tenir la masse commune et donc la région lombaire avec les pouces. Diapo suivante. Et vous voyez la taille des omoplates? Alors voilà, ça c'est un... J'aurais jamais pu vous montrer ça au début de l'année parce que c'est tout de même très, très particulier. Il faut s'adresser à des gens avertis, n'est-ce pas? Vous voyez à quel point le bassin est féminin dans ses formes graisseuses. Et les formes osseuses, par contre, montent. Mais paradoxalement, on se retrouve avec des épines féminines, des petites tubérosités iliaques postérieures, très, très écartées. Hein? Oui. Alors qu'on avait l'impression que le bassin était haut. Oui, il est haut, avec un sacrum très ouvert, presque à 90 degrés. Hein? Vraiment des composantes féminines et masculines. Alors lui, bien évidemment, c'était un type absolument adorable. Il a voulu que je le photographie parce qu'il savait qu'il était un cas et il aimait beaucoup ça d'ailleurs. Diapo. Vous voyez? Là, c'est un muscle qui passe et qui enveloppe l'omoplate. Regardez ça. La 10e côte, la 11e, la 12e et la masse musculaire. On peut dire que lui, il aurait pu porter des corsets, il aurait eu une taille de guêpe. Diapo suivante, car c'était un peu une guêpe. Diapo. Regardez ça. Incroyable. Alors lui, il a une taille, hein, ce qui n'existe pas d'habitude chez les hommes, pour la bonne raison que je vous ai expliqué graphiquement, la 10e côte venant à l'aplomb du bassin. Non, lui, si on étirait un tout petit peu, vous voyez à quel point il était musclé en plus, ce n'était pas une petite nature. Si on étirait un peu en poussant le plus loin possible l'objet sur lequel il s'appuie, on obtenait cette espèce de forme insensée. Et là, on voit sa crête iliaque d'ailleurs, regardez. Et c'est pas... Mais il faudrait monter là, je me trompe. Là, ça paraît arrondi comme chez une femme. Diapo. Parce qu'on voit les angles rentrants. Diapo. Diapo. Le voilà au repos, très calme. Comme ça. Vous voyez comme les omoplates sont bien indépendantes, hein, c'est ça que j'ai voulu dire, je le redirai, des spinaux
qui court le long du dos, de la tête au bassin. J'ai été tellement ému que j'en ai fait des photos sous-exposées. Diapo. Alors ça, c'en est un qui a voulu se faire photographier. En plus de ça, il a gardé son pantalon. Vraiment bizarre, celui-là. Ah, c'est gaguesque. Et moi, je n'ai pas voulu au début, mais il m'a fait une telle histoire que j'ai dû lui consacrer une demi-heure. Diapo. Où sont passés les omoplates? Regardez les attitudes qu'il me prenait. C'est un... Bon, insistons pas. Diapo. On ne voit plus rien là, on voit que du muscle. Regardez ça. Alors on ne voit pas le haut parce que je peux vous dire que l'expression... Ça... Diapo. Ça, c'est le comble, non? Un petit bonhomme qui va faire de la musculation pour avoir un torse comme ça. Non, mais il en est encore plus court. Et il y a des gens qui aiment ça. C'est fou. Alors là, je ne peux plus vous parler de rien. Vous voyez, j'ai un petit souvenir de côte, là, oui. D'accord? Sinon, ça, c'est le bord de l'omoplate, vous vous en doutez. Ça, c'est un muscle qui raccorde au bras pour le faire pivoter du côté intérieur. Là, c'est ordinairement un muscle très plat, très distingué, c'est devenu une outre. Enfin, là-haut, je ne peux plus rien vous montrer. Diapo suivante, je crois que c'est fini. Ah, ça change, non? Alors là, c'est une nageuse qui était très, très gentille. Et cela faisait beaucoup rire que je dise que les nageuses étaient morphologiquement de très beaux phoques. N'est-ce pas? Et en effet, c'est un phoque. Un très très beau phoque. Et vous voyez comme c'est hydrodynamique, c'est fantastique, non? Alors vous voyez la puissance extraordinaire de la musculature, on le sent, hein, il n'y a pas de bodybuilding. Et vous voyez, on voit bien l'écartement bien large, comme tout à l'heure chez le garçon, paradoxalement, des deux épines du bassin, je devrais dire tubérosité iliaque, sutrocantérienne, sous-trocantérienne, pas de problème. Et ça, vous voyez ce losange plat, là, chez les femmes, qui gêne les médecins d'ailleurs, pour faire des repérages quand elles ont des douleurs entre L5 et S1, c'est-à-dire la cinquième lombaire et le sacrum. Eh bien, c'est un losange graisseux qui porte un très joli nom qui s'appelle losange de Michaelis. De part et d'autre, est-ce que vous sentez qu'il y a une petite branche ici et une branche plus large là, et une autre ici, qui a du mal à se glisser entre les deux précédentes? Oui ou non? Hein? Eh bien, je vous montrerai des écorchés, mais j'aime bien évidemment que vous sentiez ces choses-là sur des gens comme vous et moi, si vous voulez. N'est-ce pas? Donc ici, vous avez la masse commune, cachée par le losange de Michaelis. Ici, là, la petite lumière très proche du rachis, c'est l'épi épineux. L'arche, la convexité charnue ici, c'est le sacro-lombaire. On monte le petit méplat aponévrotique et on a le long dorsal. Ici, il y aurait le rhomboïde, donc on ne voit plus rien. Et autre chose très féminine, autour de ces sept, on a un ovoïde graisseux. Vous voyez, elle avait tout pour avancer très vite dans l'eau. Il n'y avait pas d'aspérité osseuse qui freine. Et quand vous savez qu'en plus, elle se passe une pommade hydrodynamique, si je puis dire, ben voilà, diapo. Alors, regardez la batterie de muscles. Regardez les spinaux. Vous voyez, dès qu'elle recule un peu en contractant les trapèzes entre les omoplates, vous sentez la masse là, et vous voyez comme les apophyses épineuses sont en retrait. Donc, je ne sais pas, ça faisait peut-être 12 cm de profondeur, ce machin. Hein? Avec ça, il y a de quoi aller vite. Hein? Diapo suivante. Diapo suivante. J'ai mis celle-là parce que je la trouve assez jolie, cette image, n'est-ce pas? Avec les deux omoplates, vous voyez, en raccourci, le bras. Je trouve que plastiquement, c'est une chose qu'on peut retenir. Moi, j'avoue que je dessine ce genre de forme assez souvent. Alors, l'important, n'est-ce pas, je crois, grâce à ce cours, pour moi, ça a été de comprendre que le bras n'est pas rattaché à la bouteille de Saint-Galmier, n'est-ce pas?
Le bras est rattaché à l'omoplate et à la clavicule, donc la ceinture scapulaire, et c'est cet ensemble qui l'attache sur la cage. Est-ce que je me fais comprendre? C'est monstrueux de penser que le bras, n'est-ce pas, s'arrête ici, vous voyez ce que je veux dire, et de le dessiner à côté de la cage thoracique. Non, le bras ne prend son sens dans son attache que via l'omoplate et la clavicule, ce qu'on appelle ceinture scapulaire. Ah bah, puisque je parlais du sein tout à l'heure, vous voyez, voilà une aréole très très gonflée avec l'aréole de mamelon, et vous voyez que là, le sein avance bien nettement plus du tiers de sa hauteur. Diapo suivante. Et on sent qu'il est dans... Quand on le sait, on sent qu'il est dans un double feuillet aponeurotique. Diapo suivante. Et bien voilà ce que peut donner la morpho, mes amis. Et vous voyez que la vulgarité, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un type qui s'appelle Jan Müller, un élève de Goltzius. Diapo suivant. Voilà. Ce n'est pas de l'art nazi ou stalinien, mais c'est quand même épouvantable. C'est monstrueusement mou. Je ne suis pas capable de tout repérer. Hein. Bien évidemment, je vois le trochanter. Le pauvre vaste interne, vous avez vu ce qu'il est devenu là. Le couturier a l'air mollasse. Ah, puis alors ça, quelle monstruosité. Donc je crois que c'est une bonne leçon de choses qu'il ne faut peut-être pas faire, non? Diapo suivante, il y en a 3. Que diable, quel érotisme, non, vous ne trouvez pas? Et la main, là, regardez comme c'est laid. Du boudin blanc maintenu par des petites ficelles transversales. Alors, il y a des gens qui aiment ça. Alors, vous avez tout, hein, solaire, malléole, jumeau. On est un peu perdu là, dans les ischio-jambiers. Passons, couturier, trochanter, spinaux, le sacro-lombaire tout envahi. C'est du bodybuilding avant la... Alors, le bras postérieur, la laideur, ce que ça a de pire. Diapo. Alors, par contre, ça, j'aime ça. C'est un Goltzius, un authentique Goltzius, un Hercule de Goltzius. On a l'impression qu'il se fout du monde. On ne peut pas prendre ça au sérieux, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est leur maître à tous, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle l'école de Harlem, etc., etc. Si vous allez un jour à Harlem, bon, il y a les Franzhals, hein, évidemment, mais vous aurez 2 ou 3 salles autour de Goltzius et de l'école de Harlem, avec des types pleins de muscles en train de gesticuler dans tous les sens, comme le Jan Müller de tout à l'heure. Diapo, c'est relativement folklorique. Et ça, vous connaissez, je crois, hein, parce que vous aimez beaucoup en général. Ce sont des autoportraits des Gonchiles. Hein? C'est la même folie dans un autre sens. Diapo suivante. C'est malheureux que notre écran soit placé, notre CEO aujourd'hui. Vous voyez, c'est un peu mon cours de ce soir, un tout petit peu. Vous voyez. Alors, regardez comme il indique les vertèbres lombaires. Évidemment, il étire. Ce sont souvent des dessins d'ailleurs qui ont une espèce de connotation anatomique. Alors, vous savez qu'il avait des miroirs dans tous les sens dans son atelier. Et voilà donc toute cette série d'autoportraits. Enfin, il en a fait énormément dans sa vie. Diapo suivante. Alors, bien évidemment, là, c'est un oreiller, hein, qui lui mange la forme et il ne le dit pas, pour éviter le réalisme. Diapo suivante. Alors, vous voyez, là où je dis qu'il se prend pour une anatomie, c'est... Bon, là, vous reconnaissez évidemment les épines du bassin, n'est-ce pas, le pubis. Mais vous voyez qu'à l'aquarelle ocre rouge, il se dessine une cage de cadavres, n'est-ce pas? En fait, la cage vient jusque-là, mais il la dessine comme dans les livres d'anatomie pour se donner peut-être, je ne sais pas, un côté Christ mourant, écorché vif, enfin Dieu sait quoi.
Et vous voyez, je vous parlerai de l'épitroclé, peut-être je vous les remontrerai, je vous en remontrerai d'autres. Comme en général, vous aimez beaucoup ça, j'en ai quelques diapos. Diapo suivante. Il faut dire que les épines passées à l'ocre rouge, c'est quand même gratiné, non? Et vous voyez, la cage, même chose. Alors que visiblement, il l'a dessiné là. Hein? Vous voyez, ici, là. Ça, c'est la cage, ça. Et même en étirant, il ne reste que ça entre la cage et le bassin. Et lui, truc. Et vous voyez le pied avec la malléole, et comme il rejette le calcanéum en arrière, styloïde 5e méta, on croit voir l'os. Regardez, lèvre externe de la trochlée, lèvre interne, rotule, tout y est. Trochanter, épine, je l'ai dit. Et regardez, c'est toujours son oreiller, n'est-ce pas? Là, il nous l'a aquarellé en jaune. Et regardez comme on voit tubérosité antérieure du tibia, condyle interne, courbure spiralée et tout et tout. Ça, ça c'est génial. Ça peut vous aider hein, ça, à dessiner des mains. Vous voyez les deux os qui surplombent la main, ici. Habituez-vous un tout petit peu, ce sera pour dans quelques mois. L'extrémité du radius, l'extrémité du cupidius. Et les coudes chez lui sont très accentués avec les 3 points de repère. Ça, c'est du muscle. Diapo suivante. Alors, pour vous dire la vérité, parce que certains s'étonnent que je ne les suive pas, voilà ce que je ne peux pas supporter. Ça, je ne digère pas. Vous voyez ce que je veux dire? À mon avis, c'est trop spaghettomorphe et trop folklorique, quoi. Voilà. Mais c'est un homme très émouvant, je ne le conteste pas, n'est-ce pas? Qui a cherché et découvert quelque chose qui n'est qu'à lui. Et n'oubliez jamais qu'il est mort la même année que Klimt, n'est-ce pas, 1918, à, si je ne me trompe, à 28 ans, quelque chose comme ça. Il est mort de l'épidémie de grippe espagnole qui a tué autant que la guerre à cette époque-là. Alors que Klimt, pour lequel j'ai beaucoup plus de tendresse, est mort en se promenant dans le jardin du Prater à Vienne. J'espère que ce sera mon cas. Diapo. Et il est fou, non? Il est fou. Et regardez comme il se change en espèce d'orfèvrerie ornementale, non? Regardez sa crête iliaque, qui l'horizontalise en plus, le coquin. Vous voyez, ses genoux. Il a une façon de s'adorer qui est très drôle, quoi, très charmante. Il n'y a que lui qui ait fait ça, quoi. Mais avouez que ce n'est pas si loin de Jan Müller et Goltzius, dans un autre genre. Et c'est bizarre, ce sont des gens tout de même d'une culture qui va du nord à l'est, quoi. On ne trouve pas ça chez les Italiens, voilà ce que je veux dire. Il n'y a pas d'angle. Hein. Il y a des fous en Italie. Tibaldi, par exemple, que je vous ai montré à Bologne. Si vous voulez, je vous en remontrerai. Mais ça passe, il n'y a pas ce goût de langue comme ça. Ça vient de Dürer, de Cranach, de Aldegrever, etc., quoi. Diapo suivante. Ce qu'il y a très très fort, c'est la subtilité des taches comme ça, qui sentent les formes intérieures. Vous voyez, c'est pas mou du tout, du tout, du tout, du tout. C'est très truqué. Je ne comprends pas du tout le clair qui est ici, ça me gêne un peu. Il y a même de la terre verte cette fois-ci pour vous sortir une cage anatomique, n'est-ce pas? Mais ça, c'est tout de même très fort dans sa simplicité. Diapo. C'est une chose que j'adore. Tout ce que j'aime est là. Oui. Un sculpteur ferronnier d'Augsbourg au XVIe siècle qui a sculpté ça. Voilà. Et morphologiquement, et du point de vue de l'humour, je trouve ça génial, absolument génial. Et là, ça a été photographié dans une position. Ça peut aussi tenir horizontalement sur cette espèce de palme-là. Donc, vous posez ça sur votre bureau, vous pouvez le mettre dans au moins 2, si ce n'est 3 positions avec ce type qui vous sourit
entre les jambes avec ses adorables testicules là glissant entre les cuisses. Voilà, bonne soirée, j'espère que ça vous laissera un bon souvenir.